comme ça, bien que je vous avais dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas changer le nombre de particules à la volée, on peut changer quand même leurs paramètres. Donc vous voyez, pendant que ça tourne, je peux venir corriger par exemple ici l'émission, et vous voyez que les particules du coup montent moins haut. Donc je vais passer la durée de vie de ces particules par exemple à 250 pour pas qu'elles meurent. Hein. Voilà. Et pendant que ça tourne, j'oriente ma plaque comme ça. D'accord? Et là, vous voyez, vous avez des particules qui vont venir toucher l'élément comme ça. Okay, vous remarquez qu'il y a une espèce de point de rencontre de toutes les particules qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes émises à la même vitesse et elles ont du coup des trajectoires qui sont identiques. Donc il y a un moment où elles vont se croiser parce qu'elles ne partent pas du même endroit. Donc il faudrait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faudrait, si on voulait éventuellement que les particules gardent cet espacement constant, qu'on émette plus rapidement les particules en haut de la plaque que celles du bas. D'accord? Donc ça peut se faire avec différents paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que donc j'émets ces particules, vous voyez qu'elles sont émises au fur et à mesure, comme ça. Et ce paramètre qui est ici, donc là aussi je prends un petit peu d'avance pour que vous compreniez tous les concepts qu'on va voir tout à l'heure, je vais lui demander à cet élément, donc cette plaque qui pour l'instant n'est pas dynamique, je vais activer des collisions sur elle. Et là, quand j'active des collisions, vous allez voir ce qui advient de mes particules, elles rebondissent. D'accord? Il y a un paramètre de ces collisions qui est assez intéressant, qui s'appelle kill particule. C'est-à-dire que dès que les particules vont toucher cette plaque, vous le voyez, elles meurent. Vous comprenez le principe? Et donc, ça va être particulièrement intéressant pour l'effet que je veux produire. Alors, je vais mettre les particules dans un laps de temps plus court. Par exemple, je ne sais pas, sans image. Voilà, sans image. Vous voyez, j'émets plus de particules dans le même laps de temps. Ok? Et, à la limite, je vais même courber un petit peu mon élément comme ça. Voilà. Oh, excusez-moi. Oh. Je vais le mettre même à la rencontre, voilà, pour garder à peu près cet espacement-là. Ok? Imaginons que c'est une planche de bois. Et mes particules meurent ici. Et là, j'ai un paramètre particulièrement intéressant qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'existe pas dans d'autres softs. C'est pour ça que je l'aime bien, celle-là. Vous avez deux paramètres. Il faut juste que je les retrouve. Excusez-moi. Il y a un peu ici. Voilà. Vous remarquez ici, toutes les particules sont émises progressivement. Ici, je ne vois pas, par exemple, les particules qui vont être émises dans 5 ou 6 images. Okay? Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore nées. Et j'ai ici un paramètre qui est très intéressant qui s'appelle unborn, c'est-à-dire non né, parce que born c'est la naissance en anglais, puis un la négation. Très important que tu écoutes tes cours d'anglais aussi. Et vous voyez, en cliquant unborn, je peux voir les particules qui ne sont pas encore nées. Vous comprenez le principe? Donc, elles sont scotchées sur la plaque, elles vont venir se décoller au fur et à mesure. Ici, la collision avec la plaque fait mourir mes particules, donc elles disparaissent. Mais là, j'ai un paramètre très intéressant qui s'appelle died, c'est-à-dire elle est morte. Et là, en cochant ça, les particules mortes sont scotchées aussi sur la plaque. Donc vous avez projeté des particules et vous les avez, vous voyez, scotchées sur la plaque. Vous comprenez le principe? Maintenant, regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait remplacer une particule par un objet. Quand j'ai remplacé cette espèce de tête de singe par, du coup, une espèce avec une espèce de nuage de cubes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un cube, à la base, donc un objet très simple, hein, qui va être ici. Je vais passer en mode solo. J'aimerais bien passer en mode solo. Ça ne marche pas. Oups, voilà, qui va être là. Donc je vais le remodéliser comme ça, c'est pas très grave. Je vais faire un modèle très simple. Je vais l'étirer comme ça. Voilà. Je vais sélectionner la face avant, l'extruder un peu, faire ça, hop, la réextruder un peu et la réduire. Ok. Maintenant, je vais extruder l'arrière, réextruder, 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 et je prends les deux faces qui sont là, si j'y arrive. Voilà. Et j'en fais une flèche, à peu près. Une flèche de Golgotha en pierre. Maintenant, ce que je fais, c'est que mon point de pivot, vous le voyez, sur cet objet, est au centre de l'objet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode édition, c'est-à-dire que je laisse mon point de pivot sur place, mais je place ma flèche sur ce point de pivot. Et maintenant, vous voyez que mon point de pivot se trouve sur l'embout, c'est-à-dire sur l'endroit qui va se planter.
Et ce que je fais maintenant, c'est que je demande à chacune de ces particules, de la même manière que je suis passé tout à l'heure en mode objet, donc je vais le renommer ce truc-là, je vais le renommer flèche, parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Je ne le vois pas apparaître dans la scène. Ah oui, parce que je ne suis pas dans la bonne scène, excusez-moi. Là, je vais l'appeler flèche. Et maintenant, je vais dire, bah, j'aimerais bien remplacer chacune des particules par la flèche. Par défaut, j'ai mes flèches qui sont réduites, je vais leur passer une taille de 0,25 par exemple. Et là, regardez bien, bah, vous refaites la scène de 300, vous avez des milliards de flèches qui sortent et qui vont se planter dans la plaque d'en face. Voilà, sauf que là, elles meurent à la fin, je ne sais pas pourquoi. Ah si, ah, voilà, excusez-moi. Elles sont plantées derrière. Ok. Donc là, vous voyez, ça permet encore une fois d'avoir visuellement une scène hyper complexe et vous l'avez torché en 5 minutes. Quoi. Vous comprenez le principe? Sans compter que là-dessus, bah, vous pouvez mettre tout un paquet de turbulences, bien sûr, sur... là, vous voyez, les archers, ils sont bien calés. Hein. Ils ont fait ça bien droit, bien parallèle. Mais bien évidemment, vous avez un paramètre, par exemple, comme, on va le voir tout à l'heure, hein, comme par exemple le paramètre random, ici, hein, qui encore une fois veut dire aléatoire, qui va me permettre d'envoyer mes flèches, bah, vous voyez, dans toutes les directions. Et donc, éventuellement, certaines vont se planter dans la plaque, d'autres ne vont pas se planter dans la plaque. Vous avez la possibilité aussi de jouer avec un paramètre qui s'appelle le Brownian, par exemple, qui est un type de texture, hein, et qui va permettre de gérer des perturbations, par exemple, qui vont ressembler un peu à du vent. Alors, il va falloir que je l'augmente pour qu'on voit quelque chose. Hein. Vous voyez, bloup, voilà, ça ressemble plus à des spermatozoïdes. Voilà, mais les mecs, ils sont un peu... la soirée est un peu arrosée. Hein. Voilà, donc vous voyez, du coup, ça va vous permettre de faire très rapidement des scènes très complexes, avec très très peu de paramètres. D'accord. Voilà, donc un exemple de l'utilisation des systèmes de particules. Je regarde, pouf, et le système de particules tombe. Je change la durée d'émission entre, par exemple, l'image 1 et puis l'image 5. Voilà, donc pour l'instant, il se passe rien. Voilà, et j'émets tout le monde. Hein. Hop, hop, et je change la durée de vie des particules à 250 pour qu'elles vivent tout le long, même si, bien sûr, elles vont s'écrouler de manière complètement lamentable hein, vers l'infini. Ici, donc, je vais jouer sur plusieurs paramètres. Donc, on a déjà vu à quoi servait le normal, hein, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez un paramètre qui s'appelle le tangente, qui permet, on a dit tout à l'heure, le normal émet des particules selon la direction de la face. La tangente émet des particules selon une surface perpendiculaire à la face, c'est-à-dire alignée à la face. D'accord? Ce qui peut être pratique parfois pour projeter justement dans la direction de l'objet des particules. Ici, vous avez un paramètre qui s'appelle le rotation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas directement un paramètre qui va se baser sur l'orientation de la face, mais sur la vitesse de votre objet. D'accord? On le verra tout à l'heure. Quand vous jetez un objet et que lui-même émet des particules, la vitesse initiale de l'objet agit sur les particules. Ok? Quand vous, par exemple, c'est le cas classique de la mouche qui se trouve dans le train, hein, la mouche se déplace à 300 à l'heure si elle est dans un TGV. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le TGV, de par la pression de l'air, pousse la mouche. Donc là, c'est le même principe. Vous allez avoir des particules qui vont être poussées initialement par l'objet émetteur. Donc elles vont hériter de la vitesse de l'objet émetteur. Et éventuellement de la rotation de l'objet émetteur. Donc vous pouvez jouer sur ce genre de choses. Si on est à 0. Pardon? Cette situation que vous... Exactement, si elle est à 0, tout à fait. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a un autre paramètre, voilà, qui se trouve juste en dessous d'ailleurs, qui s'appelle Object, qui lui va jouer non pas sur la rotation de l'objet, mais sur la vitesse de l'objet. Donc tu peux décaler, tu vois, les deux informations entre la vitesse due à la rotation et la vitesse due à la translation. Donc on peut jouer sur ces deux paramètres-là. Ici on a un truc qui s'appelle EmitterObject, juste à côté, qui en fait est une variable très très globale. Vous avez, vous le voyez ici, des paramètres x, y et z, hein, en bas à gauche, c'est un petit trièdre hein, qui représente justement par rapport au monde les coordonnées, donc dans une dimension, dans une autre dimension et dans une troisième dimension. Il faut savoir que Blender est un logiciel qui marche dans un système qu'on appelle le Z-Up. Pourquoi? Parce que si par exemple vous prenez un logiciel comme Maya, Maya est un logiciel qui marche en Y-Up, c'est-à-dire le Y pointe vers le haut. D'accord? Là vous le voyez, vous avez le X qui va dans une direction sur le sol, le Y qui va dans une autre direction mais toujours sur le sol, et le Z qui pointe vers le haut. Quand vous travaillez sur Maya, par exemple, ça marche à l'inverse. C'est le X sur le sol, le Z sur le sol et le Y vers le haut. C'est pour ça que ça s'appelle Y-Up, donc up vers le haut, ou Z-Up, up vers le haut. D'accord? Le X-Up, j'en ai jamais vu. Hein. Ici, quand vous mettez par exemple, si par exemple je mets le paramètre à 0 sur l'émission en normal, les particules tombent.
Si je mets du coup juste après une variable de 10 en z, alors attention, regardez bien, la direction du trièdre est très importante. En allant vers le haut, j'ai des valeurs positives, en allant vers le bas, j'ai des valeurs négatives. Donc si vous mettez 10, ah, alors oui, excusez-moi. Je vais aborder un autre truc après. Là, elle ne part pas selon le z vers le haut. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ça, c'est des valeurs très globales qui permettent d'envoyer dans une direction unique des particules. D'accord? Dans notre cas, on ne va pas forcément s'en occuper. Et puis un paramètre ici qui est assez intéressant, qui s'appelle le random, qui va permettre d'envoyer justement des particules dans des directions complètement aléatoires. Alors attention, des directions complètement aléatoires, ça veut parfois dire aussi à l'intérieur de l'objet. Okay? Donc si par exemple je mets une valeur ici de 5, vous allez parfois avoir des particules qui vont être émises à l'intérieur de l'objet, donc qui vont traverser l'objet. Donc quand vous allez générer des débris à partir de ça, parfois vous allez avoir des simulations physiques pas très réalistes. Donc c'est la raison pour laquelle ici je vais par exemple mettre le random à 3 par exemple, et le normal, c'est-à-dire pour repousser ces éléments vers l'extérieur, à 5, c'est-à-dire une valeur supérieure. Donc que même s'il y a des éléments qui essayent de rentrer à l'intérieur de l'objet, il y a une force plus grande qui disent ouais, t'es gentil, mais tu vas quand même vers l'extérieur. Okay? Toutes ces forces s'additionnent, hein. Gardez ça en tête. Ok? Cours de secondes. C'est loin pour moi. Ok? Donc là, vous voyez, vous avez une espèce d'explosion assez rapide de toutes les particules. Maintenant, alors, j'ai tout un tas de paramètres encore qui sont possibles. Hein. J'ai la possibilité, là ça ne se verra pas bien sûr parce que ce n'est que des points, de faire tourner les particules sur elles-mêmes. On verra tout à l'heure éventuellement si ça peut jouer dans notre simulation. On a différents types de physique qui sont assez sympatoches. Il y en a 5 hein, dans Blender maintenant. La fluide est apparue il y a à peu près un petit peu moins d'un an si je me souviens bien. Vous avez dans le système de particules donc 5 types de simulations. Celle qu'on utilise actuellement, c'est la newtonienne, qui se base donc sur M. Newton, hein, le gars qui a mis les pommes, qui a donc défini tous les paramètres physiques principaux, qui dit que la gravité fait tomber les choses à telle vitesse et ce genre de choses. Donc les lois physiques basées sur les lois de Newton. Vous en avez une qui est, en apparence, ne sert pas à grand chose, mais qui est très pratique, qui est la no-physique. C'est-à-dire, je fais des particules, mais je ne simule pas leur mouvement via les lois physiques. À quoi ça peut servir? Eh bien, ça peut servir à tout un tas de trucs, notamment des outils de placement. Par exemple, je recrée une nouvelle scène. Imaginons que, ce qu'on fera tout à l'heure d'ailleurs, excusez-moi. Imaginons que, voilà, j'ai un cube à la base, c'est solide, et puis je fasse, par exemple, une sorte de caillou. Alors, je ne vais même pas vous mettre, regardez, j'allais faire une sorte de caillou, mais je vous ai parlé tout à l'heure des add-ons formidables qui étaient en version testing. Il y a un truc qui s'appelle, je ne vous dis pas de bêtises, le rank generator. Voilà. Et donc, en activant ce truc-là, et bien maintenant, hop, si j'y arrive, hop, maintenant, vous allez avoir en fait dans les ajouts un truc tout en bas qui s'appelle rank generator. Et là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a fait un caillou. Vous voyez? Un caillou avec tout un tas de paramètres à gauche, comme par exemple la déformation, est-ce que vous voulez un truc qui est plus ou moins anguleux ou plutôt un truc plus lisse, enfin voilà, vous avez tout un tas de trucs comme ça pour faire tout un tas de cailloux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un truc qui s'appelle le number of rock, et donc il va vous en générer 3, 4, 5, voilà, de ce que vous voulez. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir dans votre scène tout un tas de rocailles, donc vous voyez, qui s'appellent comme ça, hein, qui vont être là. Mais ici, voilà, comme ça, vous les voyez bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments qui sont entièrement procédurales, c'est-à-dire générés par Blender via tout un tas de modificateurs, vous voyez, qui sont ici, et que vous pouvez modifier. Du coup, si vous voulez avoir un élément qui est moins détaillé, par exemple, pour ne pas surcharger votre machine, vous pouvez par exemple réduire, vous le voyez ici, le nombre de subdivisions. Je vais faire ici pour celui-là, vous voyez. Ou alors avoir un nombre de subdivisions très peu importante dans votre fenêtre 3D, mais très importante au rendu. Donc vous avez la possibilité de toucher ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez les longues soirées d'hiver vont être embêtantes, hein, donc si vous avez que ça à faire, faites joujou avec ces trucs-là, il y a vraiment des perles. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on fera tout à l'heure, un groupe de ces éléments, vous voyez, et je vais générer des particules, excusez-moi, alors je vais le faire autre chose que sur un plan tout bête, hein. Hop. Hop.
petite montagne comme ça. Voilà. Là, j'ai un... Ouais. On a fait des trucs un peu anguleux, mais c'est pas très grave. Voilà. Je vais générer un système de particules là-dessus qui va être justement en mode no physique. Donc, il va générer des particules, mais elles ne vont pas bouger. Elles vont rester scotchées dessus. Je vais cocher donc no physique. Et j'ai bien sûr la possibilité d'utiliser mon animation pour les faire apparaître. Donc j'appuie sur play, puis vous voyez, au fur et à mesure, elles se créent dessus. Hein. Et moi, ce que je veux, c'est les avoir directement sur ma surface. Donc là, encore une fois, je lui dis que je veux les mettre entre l'image 1 et l'image 1. Comme ça, elles sont là dès le départ. Je vais donner leur durée de vie à 250, parce que sinon, au bout d'un moment, elles vont mourir. Donc ça veut dire qu'elles vont disparaître. Et je vais réduire ici, pour pas que ce soit le bazar, par exemple à 250 particules, qui se sont placées de manière complètement aléatoire, vous le voyez sur la surface. Hein, d'accord ? Et je vais lui dire maintenant, remplace-moi ça non pas par un objet, mais par un groupe. Et là, je vais aller chercher mon objet groupe, et vous voyez que il m'a placé des rochers de manière aléatoire, du coup, sur ma surface. Et j'ai même une option qui est très très intéressante, qu'on va utiliser tout à l'heure, qui s'appelle pick random, c'est-à-dire choisi au pif dans le groupe. Et là, vous allez avoir un rocher choisi au pif pour chacune des particules. Donc vous voyez, encore une fois, très très rapidement, vous avez un décor avec des milliards de rochers posés par terre en 2 minutes. Quoi. Okay. Donc là, le système de particules n'est plus un système dynamique, mais un système de placement. Okay. Ça sert pour faire des forêts, ça sert pour faire tout ce que vous voulez. Ça sert pour mettre encore une fois des bouquins dans une bibliothèque, ça sert pour mettre des tables dans une cantine, ce que vous voulez. C'est un outil de placement. Okay. Mais un outil de placement vachement complexe. Et c'est un outil de placement en plus qui va être très très intéressant parce que, là je rentre un peu plus dans des détails un peu plus techniques, mais qui va par exemple pouvoir se baser sur ce qu'on appelle les weight maps, c'est-à-dire des maps de poids, c'est-à-dire des informations que vous allez peindre sur votre surface pour dire là j'en veux beaucoup, là j'en veux pas beaucoup. D'accord ? Et par exemple sur cette surface, vous voyez ici, donc je vais générer par exemple pour tous ces éléments, la machine a un petit peu mal aux fesses, hein, c'est normal, hein, comment ça c'est pas une grosse machine. Je vais générer ici un vertex group, vous le voyez, avec un poids ici qui va être de 1, c'est-à-dire à fond partout. Et maintenant, je vais ici dans le système de particules lui dire que la densité se base sur les poids, c'est-à-dire que chaque petit point, vous voyez, chaque intersection ici, chaque point que vous avez ici, va avoir un poids qui oscille entre 0 et 1. 1 c'est j'en veux beaucoup, 0 c'est j'en veux pas beaucoup. Okay. Et maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple passer dans un outil qui s'appelle le weight paint, c'est-à-dire je vais peindre justement cette notion de poids, et je vais utiliser un poids qui est égal à 0, et je vais peindre sur cette surface, vous voyez, pour que, à cet endroit, là où c'est tout bleu, j'en ai pas. Vous comprenez le principe ? Et donc ça vous permet du coup, imaginez vous avez une weight map, je vais le faire d'ailleurs, hein, qui est à la base, je vais le mettre à 100%, excusez-moi, voilà, qui à la base est à 0, donc c'est plus logique dans l'autre sens. Hein. Voilà. Oups. Alors il y a toujours des petits points qui restent à 0 ou 1, et donc au fur et à mesure, avec un poids qui va valoir 1, je vais dire, je veux par exemple des rochers à l'intérieur du vallon. Là. Vous comprenez le principe ? Donc vous faites ça avec des arbres, vous faites ça avec des rochers, vous faites ça avec des tables de cantine, avec des chaises, vous faites ce que vous voulez. Okay. Là, vous avez à peu près un équivalent pour ceux qui auraient travaillé sur Maya de Paint Effect par exemple. Donc, Paint Effect, c'est un truc dans Maya, c'est comme ça, vous peignez des feuilles, des branches, des tables, des chaises, des bouts de viande. Et là, vous faites pareil, mais avec un système complètement différent. D'accord ? Sachant que Paint Effect est quasiment pas utilisé en prod parce que le rendu est pourri et ça fait des scènes infâmes. Voilà. C'est un très beau jouet, mais jamais personne ne l'utilise en prod. Alors que ça, oui, pour le coup. D'accord ? Ce qui est très intéressant aussi dans les systèmes de particules, donc là aussi, le genre de choses qu'on ne verra pas particulièrement dans les autres qu'on va continuer à faire après, mais qui peut être intéressant. Vous avez ici dans le display, c'est-à-dire l'affichage en bon français, la possibilité pour ne pas surcharger votre scène, parce que vous voyez quand même, ça commence à ramer un petit peu, surtout si vous avez plusieurs millions de rochers. J'ai la possibilité d'afficher par exemple non pas 100% mais 10% de mes rochers. Et là vous voyez, ça va déjà beaucoup plus vite. Par contre au moment du rendu, j'aurai tous les rochers qui vont être affichés. D'ailleurs au moment du rendu, on verra tout à l'heure quand on fera les débris, vous allez vous rendre compte que c'est une nouveauté d'ailleurs depuis Blender 2.47 si je me souviens bien, les rochers se trouvent dupliqués entre guillemets, donc vous avez 5 ou 6 rochers de base, je ne sais plus combien de rochers, je crois qu'il y en avait 5 rochers de base, et ces 5 rochers de base vont générer au final énormément de polygones dans votre scène.
Donc ça pourrait représenter une masse mémoire énorme qui ferait planter votre machine. D'accord ? Là, ce qui est intéressant, c'est que le moteur de rendu est extrêmement intelligent par rapport à ça. Il va stocker en fait uniquement les 5 modèles de base de vos rochers, d'accord ? Et il va faire ce qu'on appelle au niveau de la mémoire des instances. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il ait des informations du style il y a tant de polygones à tel endroit, tel polygone à tel endroit, il dit tel duplicata de rocher se trouve à tel endroit. Et au moment du rendu, il va aller chercher ce petit modèle juste pour ce rocher-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fassiez dans votre scène 3 rochers, donc vous en fassiez 10 000, votre mémoire ne montera pas plus. D'accord? Donc ça vous permet de rendre du coup extrêmement rapidement et sans avoir des montées de mémoire énormes, des scènes extrêmement complexes, vous voyez, sans que votre mémoire monte. Ça c'est hyper important. Ça vous permet de refaire des scènes par exemple comme celle de Starship Troopers. Je ne m'adresse pas pour toi, tu verras ça plus tard, pas tout de suite, c'est pas pour toi. Vous avez toutes les bestioles par exemple sur la vallée là, qui déboulent sur l'espèce de base centrale là. Ça à l'époque, les mecs qui ont fait ça sur Softimage, il n'y avait pas ces systèmes justement d'instance de mémoire, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des versions base def avec quelques polygones vraiment tout petits pour les bestioles qui étaient dans le fond, parce qu'on ne les voyait pas beaucoup, et puis au fur et à mesure ils avaient 6 ou 7 versions, des versions plus ou moins détaillées. Donc avec ce système-là, la mémoire ne montera pas, même si vous avez des versions hyper détaillées dans le fond. D'accord? Et en plus vous avez après des systèmes adaptatifs au moment du rendu qui permettent d'utiliser moins de rayons pour les objets qui sont dans le fond, donc vous avez des temps de rendu extrêmement raisonnables.